Bonjour, la bien bonne année à tout le monde. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, du coup je suis à tantiner tant d'axes, je préfère préciser tout de suite. Alors je vais me présenter, je m'appelle Sylvain Ponzel, je suis psychologue au centre de santé mentale MGEN à Lille, mon centre de proximité de Réhab. Je suis spécialisé en neuropsychologie et en TCC, et on est également du coup au centre support de Réhab avec le CHU de Lille. Donc là, en toute humilité, je vais vous parler d'un groupe de psychoéducation qui est vraiment tout récent dans le cadre de l'établissement, qui s'appelle du coup Focus TDAH, donc un thème qui a été choisi avec les personnes concernées qui ont participé aux premières sessions. Juste rappeler un petit contexte d'intervention, pourquoi on est venu proposer un groupe de psychoéducation dans notre établissement. Donc, je ne sais pas si vous avez en tête la lettre de cadrage en fait, de diffusion des soins de réhab psychosocial sur le territoire, donc depuis le janvier 2019. Donc, dans la lettre de cadrage, il y a un peu une liste en fait, des populations cibles, et on y retrouve les troubles du neurodéveloppement, notamment les personnes qui ont un TDAH. On s'est également basé sur les recommandations internationales, comme quoi la psychoéducation fait partie des premières intentions de soins, notamment retrouver, je pense à une méta-analyse de Roulin et collaborateurs, de première intention non médicamenteuse. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est inspiré d'un programme qui avait été proposé par Marie Ochan, qui était psychiatre à Lyon, et qui avait laissé ses supports en fait, sur le site du centre ressources Réhab de Lyon. Donc j'avais pu échanger avec elle par rapport au contenu. Tout de suite, on s'est dit, voilà, c'est de la psychoéducation, comment ne pas avoir une posture trop verticale. Donc on s'est dit dès le départ, avec un contexte de TDAH, comment on peut adapter ça au mieux. Donc forcément, nous, amener la sauce réhab, donc autodétermination, quelque chose de très horizontal. On va se baser sur le vécu expérientiel des personnes pour ramener le contenu. Axé sur les forces et les potentialités, parce que c'est quand même un écueil de la réhab très important, et axé rétablissement personnel. Je précise rétablissement parce que la plupart, tous même, ont une comorbidité, un trouble psychique. C'est pour ça qu'on parle aussi de rétablissement. Bien sûr, on se base sur evidence-based practices. Et quand je dis illustrant les vécus expérientiels, c'est que parfois des personnes nous posent des questions qu'on n'a pas du tout en tête pour le contenu. On a eu par exemple, je me posais la question du TDAH et le système, la phase prémenstruelle. Est-ce qu'il y a des papiers là-dessus ? Du coup, quand c'est comme ça, avec ma collègue, hop, on va voir la littérature, et comme ça, la séance d'après, on peut répondre aux questions. Donc voilà, on s'ajuste en permanence. Volonté d'un groupe court, parce que c'est vrai que les ETP, psychoéduc, parfois c'est très très long, et on s'est dit, on ne veut pas perdre les gens, donc pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez court. Et une volonté de mise en mouvement, parce que le premier, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois peut-être beaucoup de contenu, et les gens étaient assez cash, on avait des règles de pratique, c'est en fait, là clairement c'était chier, excusez-moi je suis un peu familier, mais trop de contenu, trop de théorie, donc il faut de la mise en mouvement pour les groupes. Donc là, par exemple, je vais vous montrer après des présentations croisées pour créer la dynamique, technique du blason, je ne sais pas si vous êtes familier ces techniques-là pour ceux qui donnent des formations, par exemple. Le fonctionnement cognitif, en fait, on aurait des cartes plastifiées avec toutes les fonctions cognitives, des exemples fonctionnels et quid du TDAH. Et c'est les personnes, en fait, en groupe qui vont placer les choses sur les murs, et ça vraiment que ce soit très, très dynamique. Et bien sûr, à la fin, question de satisfaction, avec une demande de participer aussi au contenu pour la suite, pour faire évoluer le groupe, toujours en impliquant des personnes concernées. Donc un exemple, je vous ai dit présentation croisée. Donc souvent les gens sont un peu surpris au départ parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, mais ils se mettent par deux, ils font connaissance pendant 10-15 minutes ensemble, et après ils présentent leur binôme en fait au reste du groupe. Voilà, et la technique du blason, les gens sont par deux ou trois, et ils remplissent un blason avec un nom, qui sont-ils, quels sont leurs... Pardon, excusez-moi, je m'hydrate un peu. Quels sont leurs centres d'intérêt, parce qu'en effet, il y a des gens qui ont envie de se présenter uniquement par le biais d'un diagnostic. Il y a des gens qui choisissent de se présenter autrement, avec qui ils sont, leurs loisirs, etc. La charte et les règles qui sont quand même assez essentielles dans tout groupe. Et là, je me permets de le dire encore plus important là, notamment pour les respects de temps de parole, dynamique. Les gens sont très à l'aise avec le fait de se renvoyer aux règles qui sont établies dans les groupes. Les attentes et quelles sont, selon eux, les ressources qui sont déjà à disposition en fait,
toujours continuer de développer leurs compétences. Donc globalement, les objectifs généraux de ce groupe de psychoéducation, donc comprendre le TDAH et les traitements possibles, donc médicamenteux et non médicamenteux, identifier ses compétences d'auto-soin et d'adaptation, donc là on se rallie aux compétences qui sont transmises par l'ETP, découvrir et optimiser des stratégies pour gérer le quotidien et améliorer les interactions sociales, bénéficier de l'expérience de pair et avancer vers ses objectifs autodéterminés selon son rétablissement personnel. Donc je vous montre un peu l'intégration. On a mis un critère assez, je ne sais pas si c'est rigide ou pas, mais on souhaite que les personnes aient un diagnostic officiel qui ont été rencontrés, où il y a une évaluation médicale exhaustive, une exploration clinique pour le TDAH avant d'intégrer le groupe. C'est une question d'homogénéité. Donc on les rencontre conjointement, donc en fait ils rencontrent les deux professionnels en même temps, comme ça les deux collègues, on a un peu une idée en fait de qui est la personne, et on propose un bilan éducatif partagé. Donc en effet c'est pas encore un ETP, mais étant formé à l'ETP, je propose un BEP. En mesure thérapeutique spécifique, on vient demander le sentiment d'efficacité personnelle qu'ils ont avant le groupe dans la gestion du TDAH au quotidien. Et des mesures thérapeutiques plus générales, on propose l'échelle de l'ISMI, donc sur l'autostigmatisation, et aussi une échelle d'estime de soi, pour voir un petit peu comment ça va impacter ou non ces dimensions. Et on leur demande, pour participer à un groupe, quelles sont les compétences qu'ils repèrent déjà, le fait d'intégrer un groupe, et est-ce qu'ils pensent avoir des freins qui pourraient impacter leur participation au groupe. Et là, on leur demande, avant le groupe aussi, leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient atteindre en 6 séances, et on les reverra en post-groupe, toujours sur un format BEP. Là, je vous partage globalement ce qui ressort quand les personnes parlent d'objectifs autodéterminés. Donc, je les ai classés un peu au hasard par catégorisation. Bon, il y a beaucoup la demande de stratégie, ça revient beaucoup, hein, découvrir des stratégies, des outils pratico-pratiques, ça revient énormément. Ou piocher des astuces chez autrui qui ont déjà de l'expérience et qui ont un diagnostic entre guillemets, il y a quelques années. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais globalement, c'est quand même des gens qui ont un diagnostic tardif et plutôt récent au moment où on les voit dans le groupe. Hein. Et ils ont en moyenne d'âge 40 ans, plutôt. Une autre catégorie qui ressort, c'est rencontrer d'autres personnes qui vivent avec un TDAH, créer du lien et de l'entraide, former un groupe de pairs aidants, ça revient énormément, et augmenter les réseaux. Donc, c'est là à l'occasion où on parle des associations qui existent, je pense à Hyper Super, naturellement. En tout cas, le réseau, c'est une demande qui est assez forte. Et une troisième catégorie que je n'ai pas nommée parce que je ne sais pas comment la nommer, mais légitimer ce que je vis, parce qu'il y a des personnes qui ont des comorbidités et qui ont eu plusieurs diagnostics en peu de temps, et parfois ils se demandent, est-ce que j'ai vraiment un TDAH en fait? Donc c'est aussi légitimer ça. Vous avez un syndrome d'imposteur parfois assez développé. Dialoguer avec d'autres et me réguler. Donc ils disent, en fait je ne vois pas souvent des gens. Donc là, au moins, dans un groupe, je vais pouvoir aussi voir comment je m'en sors au niveau de la discussion, de la place que je peux prendre dans un groupe, par exemple. Là, je vous montre les thématiques. Donc, je vous dis assez court. Hein. Donc, généralité, et surtout insister sur les mythes et idées reçues du TDAH, et également sur les répercussions du TDAH. Le fonctionnement cognitif et les modèles théoriques du TDAH. Alors, le but, c'est pas de faire quelque chose de trop théorique non plus, hein, mais de dire qu'il y a des modèles qui existent. Je pense à la version du délai ou l'inhibition comportementale. Je pense au modèle de Barclay, par exemple. Les comorbidités. Donc là, on retrace les autres comorbidités avec autres troubles du neurodéveloppement, des troubles psychiatriques. Donc, majoritairement, les personnes ont plutôt un syndrome anxio-dépressif associé. Psychotique, ça arrive, mais c'est quand même plus rare. On parle aussi des addictions et les troubles en lien avec le sommeil. Les traitements médicamenteux, toujours en s'actualisant, parce que ça bouge beaucoup quand même dans la littérature autour du TDAH. Les stratégies cognitives et stratégies de régulation des émotions et des interactions sociales. Donc pour l'instant, on est sur 6, mais à voir, après, à chaque fois qu'on revoit le groupe, est-ce qu'ils ont d'autres propositions pour la suite du contenu. Et là, je ne l'ai pas précisé, mais on vient parler aussi du modèle de handicap psychique. Alors, ce n'est pas le sujet, mais
On vient quand même beaucoup parler du schéma stress, vulnérabilité, compétence. J'imagine que vous connaissez tous. Parce qu'on a des personnes qui disent « je comprends pas, j'ai un diagnostic depuis des années, je pensais m'en sortir. Et là, depuis 6 mois, c'est la cata, j'ai plein de syndromes, est-ce que mon TDAH s'aggrave ?» Et on vient amener la notion de vulnérabilité. Où en fait, c'est pas juste des symptômes qui fluctuent tout seuls, c'est à quel point dans mon environnement, il y a des changements. Est-ce que j'ai une vulnérabilité psychique qui augmente parce que j'ai beaucoup de facteurs de stress, du coup ça vient augmenter, accentuer en fait mes symptômes de TDAH. Donc je pense à l'exemple de la décompensation environnementale dans le TDAH. Je pense à une personne qui avait un logement, je crois 2 mois avant, son bailleur lui dit voilà, ça se passe très bien avec vous, mais je vais vendre l'appartement pour des raisons personnelles. Donc la personne elle a très peu de temps pour retrouver un autre logement. Donc là je vous passe les détails, mais avec tous les freins qu'on peut connaître par rapport à l'administratif, à la reconnaissance du handicap invisible, enfin voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs. Mais c'est une personne pendant 2 mois qui a explosé, enfin ses symptômes ont explosé. Elle avait à peu près 2 supports externes pour la gestion du quotidien. Elle arrive au bureau avec la CABA, elle a ressorti tous ses carnets d'avant, il y en a 20, enfin c'est... Elle a dit, vous voyez, mon TDAH, il s'aggrave. Et en fait, je dis, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une autre explication? Elle a dit, en fait, je suis hyper anxieux, je suis hyper vulnérable. Voilà. Donc ça permet aussi de pas forcément tout mettre le focus sur le TDAH, mais qu'il y a aussi une vulnérabilité qui s'active différemment chez les personnes. Voilà, et pour le déroulé des séances globalement, on a mis en place une tâche à domicile, on a pris le risque, mais les personnes sont en demande parce qu'ils disent en fait on a un but, il y a quelque chose à faire pour la séance d'après, c'est plus motivant que de se dire je vais juste à la séance. C'est beaucoup axé sur l'auto-observation des tâches à domicile. On sait qu'au niveau de la remédiation cognitive, tous les programmes qu'on connaît en psychiatrie, a priori pour l'instant il n'y a pas un niveau de preuve suffisant. Par contre, l'auto-observation, se connaître sur le plan cognitif, oui. Donc on insiste pas mal là-dessus. Donc thème mise en mouvement, ça je vous l'ai dit. On annonce la tâche à domicile pour la séance d'après. Et application rigoureuse des règles du groupe. C'est qu'il y a des séances où je pense aux comorbidités qui peuvent assez agiter les gens. Disant, mais en fait, quand je lis la description de l'hypomanie, je me demande si c'est pas ça que j'ai, pas un TDAH. Des fois, ça crée aussi beaucoup de colère. Des gens qui ont eu des parcours un peu chaotiques, qui n'ont pas trouvé des thérapeutes formés. Donc voilà, les règles du groupe peuvent être essentielles dans certaines thématiques. Et parfois, on lui applique le Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique dans le TDAH, où ils doivent être ensemble 15 minutes et ils ont besoin d'un repère temps. Donc j'ai mis celui-là par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le guide du TDAH de Alice Grandron. Donc ça, on le met et en fait, ils s'en servent. Du coup, ils découvrent des stratégies en direct pendant le groupe. Voilà. Merci pour votre attention.